Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause sophro. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et enseignante de yoga à Rennes, et j'ai créé ce podcast pour permettre à chacun de toucher du doigt la richesse de cette méthode d'exploration de la conscience humaine qu'est la sophrologie. Ce n'est pas la seule méthode qui m'accompagne au quotidien puisque le yoga m'aide également à faire ce voyage intérieur, mais c'est une proposition, une invitation de découvrir ce qu'elle a à nous offrir. Au fil des épisodes, je vous propose d'explorer une pratique autour d'une thématique spécifique. Et comme j'ai à cœur de vous permettre de découvrir les champs d'application avec des spécialistes de leur domaine, je vous propose également des interviews de professionnels du métier. J'espère vous permettre, grâce à ces quelques épisodes, de vivre une vie plus consciente, vibrante et épanouie. J'accueille aujourd'hui sur le podcast Anne Jamlot Bonaï. Ensemble, nous parlons de son expérience de vie, de ses livres, de son syndrome de Gilles de la Tourette et bien sûr de la sophrologie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours empreint de courage et de quête spirituelle. Bonne écoute. Donc bonjour Anne et merci d'avoir accepté de me retrouver sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Maëlle et puis merci de m'avoir invitée, c'est très sympa. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui écoutent le podcast en quelques mots? En quelques mots. C'est ça le plus difficile toujours pour moi, c'est en quelques mots. C'est une gageure à chaque fois, en quelques mots. Eh bien, me présenter. Alors, je suis Anne Jamlot Bonaï, je suis sophrologue, mais pas que. Donc, je suis aussi prof de culture physique, de fitness, comme on dit maintenant. Et puis spécialisée dans la gym sensitive, où j'allie la sophrologie, une pédagogie j'allie la gymnastique et une pédagogie de sophrologie. Donc c'est un travail très intérieur. Voilà, je suis sophrologue, je suis aussi praticienne en EFT, mais surtout en Reiki. Je suis enseignante en Reiki. Voilà, et puis j'écris des livres accessoirement pour les gens. Voilà. Et aussi, alors quand même, ce qui me caractérise, j'essaie de ne pas en parler à chaque fois, mais c'est quand même difficile, c'est que je suis atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà, ceci explique beaucoup de choses dans mon parcours. Donc je ne peux pas tellement faire l'impasse non plus. En quelques mots, ça va, ça suffit? C'est très bien, c'est très bien. Et puis on reviendra bien sûr sur chacun de ces éléments-là. Qu'est-ce qui te met en mouvement chaque jour? Qu'est-ce qui t'anime? Alors ça, c'est une sacrée question. Qu'est-ce qui me met en mouvement? Déjà mes tics. Ça me met bien en mouvement. Ce qui me met en mouvement, en fait, pas évident à répondre à cette question-là. Ce qui me met en mouvement, je vais dire, c'est peut-être l'envie ou l'idée d'entreprendre. Voilà, ce qui me met en mouvement, c'est, je vais dire, le matin, tu vois, quand on se réveille, et puis qu'on a encore les idées un peu embrumées, on n'arrive pas à ouvrir les yeux, on a les paupières collées et tout ça, puis à un moment donné, boum, ça se décolle, ça se réveille, et tu sens que tu as envie de te lever. Je pense que c'est ça, c'est l'idée d'entreprendre, juste l'idée d'entreprendre. Alors entreprendre, c'est pas tout de suite entreprendre un truc énorme, hein. Ça peut être entreprendre mon petit déjeuner. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais... voilà, mais c'est des idées qui me viennent aussi pour la journée. Ça peut être... là, j'ai une idée pour écrire un passage de mon nouveau livre, ou alors j'ai des idées pour créer une séance de sophro un peu originale, ou alors j'ai envie d'envoyer une vidéo gym sur Facebook ou sur YouTube, ou voilà, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples, comme l'idée de me mouvoir, entreprendre des choses toutes simples dans la journée, en fait. Hein. C'est cette idée-là vraiment d'entreprendre. Mais c'est surtout l'idée qui me met en mouvement. Rien que d'avoir l'idée, ça me met en mouvement.
Et donc, tu l'as mentionné plusieurs fois, donc tu es l'autrice de 3 livres qui suivent en fait Oui, l'évolution de ton chemin personnel et professionnel. tout à fait. Euh, du coup, le premier, dont le titre est En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie. Oui. Donc, il y a un livre de type FAQ en fait, dans lequel tu réponds aux questions que l'on peut se poser au sujet de la sophrologie. Oui. Qu'est-ce qui t'a animé pour ce premier livre? Alors, qu'est-ce qui m'a animée? Ça, c'est encore un autre verbe. Oui, maintenant, c'est important les mots, hein. Qu'est-ce qui m'a animée pour ce premier livre? Euh, je dirais que d'une manière générale, ce qui m'anime, hein, c'est sans doute le désir d'honorer la vie qui est en moi, d'élever ma conscience et d'élever mon âme. Et en fait, c'est ce à quoi m'a aidé aussi la sophrologie que j'ai rencontrée dans un moment de ma vie où j'étais en dépression. Donc, la sophrologie m'a vraiment aidé à sortir de ça et à sortir de cette dépression et à me sentir vraiment guérie. C'est-à-dire, je me suis sentie guérie quand j'ai su que je n'y reviendrais pas en dépression. Voilà, j'ai su que je ne retomberais pas en dépression grâce au travail en sophrologie. Et donc, en fait, quand j'ai fait mes études de sophrologie, puis après plusieurs années de pratique et d'enseignement, j'ai remarqué qu'autour de moi, les gens que je rencontrais, les gens qui me posaient des questions sur la sophrologie, même des collègues, hein, avaient du mal quelquefois à comprendre vraiment ce que c'était, euh, l'engagement qu'il y avait dans la sophrologie et surtout, pour moi, cette étincelle de vie qu'il y avait derrière la sophrologie. Voilà, ce qui m'animait. Et j'ai remarqué à quel point c'était difficile d'expliquer la sophrologie sans tomber dans du jargonisme compliqué qui ne parle à personne, même aux sophrologues, je dois dire. Hein. Il y a plein de choses qui ne Complètement. parlent pas. Et, soit dit en passant, je rencontre aussi beaucoup de collègues à qui ça ne parle pas. Donc, soyons francs. Et je me suis dit, il va falloir peut-être un petit peu simplifier tout ça. Et j'ai cette capacité, enfin, il me semble en tout cas, de pouvoir expliquer dans des termes simples des choses un petit peu compliquées. En fait, j'ai un certain don de pédagogie. Voilà. Donc, on a tous des dons, des talents, et moi je pense que j'ai celui-ci. Et en fait, ça s'est surtout vu pendant mes séances de sophro. J'explique beaucoup de choses avant, après. Les gens restent longtemps à écouter, à entendre tout ça. Et petit à petit, on m'a dit, écoute, ça serait bien que tu fasses un livre, parce qu'avec tout ce que tu expliques, c'est tellement clair que ça serait bien que tu mettes ça en livre. Alors bon, j'ai laissé passer un peu de temps, parce que c'est quand même pas évident d'écrire un livre, hein, faut dire ce qui est. Mettre en forme les idées et tout, c'est pas inné comme ça, pour moi en tout cas. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à recenser un petit peu les questions qui étaient posées, et puis aussi les, les manières d'expliquer que je pouvais entendre par-ci par-là, par d'autres collègues, par d'autres sophrologues, ou aussi par les médias. Voilà, je me suis aussi beaucoup inspirée des médias et de leur manière d'expliquer la sophrologie, qui pour moi était souvent erronée et à côté de la plaque, et ça me faisait franchement bouillir. Et moi, quand je boue, même un tout petit peu, hein, quand ça frémit, je suis bourrée de tics. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient insupportables pour moi. Et voilà, un jour, je me suis décidée, enfin un jour, quand même longtemps après, à écrire un livre, mais sous quelle forme? Voilà. Et puis il m'est venu, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est une de mes clientes qui m'a dit, tu sais, le format question-réponse, c'est pas inintéressant. Et du coup, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, donc je me suis dit, tiens, oui. Donc les petites questions que j'avais recensées par-ci par-là et tout, du coup, je les ai mises bout à bout. En fait, j'ai réfléchi longtemps, j'ai mis 3 ans à écrire ce livre. Donc j'ai mis 3 ans parce que je travaillais surtout pendant les vacances scolaires, parce qu'autrement, je ne peux pas. Il faut que je sois complètement disponible pour écrire un livre. Je ne peux pas faire 36 choses en même temps. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça est né, et c'était surtout pour moi, pour transmettre
ben, tout ce que j'avais pu recenser, la vingtaine, la trentaine de questions les plus récurrentes, si je puis dire, dans le domaine de la sophrologie, que ce soit de la part de clients, de la part de la famille, de la part de kidam, comme ça, hein, que je pouvais rencontrer même au supermarché, hein, parce que tu es capable de parler de sophrologie au rayon boucherie, hein, donc ça peut aller loin. Hein, donc voilà. Et puis petit à petit, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de simple, d'accessible pour tout le monde, pour les sophrologues qui débutent surtout, et aussi pour toute personne qui s'intéresse à cette discipline et qui s'intéresse aussi à la méditation en général, parce que la sophrologie, c'est de la méditation. Donc voilà, et c'est comme ça qu'est né, en quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie, pour expliquer à tout le monde. Voilà. En fait, c'est surtout aussi parce que je ne trouvais pas dans la littérature sophrologique des choses simples. J'ai pas lu énormément de choses parce que Bernard Santerre, qui était mon enseignant, mon formateur, nous disait, écoutez, expérimentez, parce que la sophrologie, c'est ça, hein, c'est l'expérience, on expérimente, et après, on comprend, et puis si on veut, on lit des livres. Donc bon, j'en ai lu quelques-uns. Pardon ? Non, ça fait écho en moi par rapport aussi à ce qu'on nous dit dans toutes les pratiques orientales, en fait, et la sophrologie étant une pratique inspirée d'autres techniques orientales, ça fait complètement écho à ce que j'ai pu apprendre. En fait, c'est un peu la science de l'empirisme, voilà, si on peut dire ça. Donc on fait vraiment des expériences, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Hein. Et j'ai suivi le processus, j'ai lu quelques petites choses, mais le peu que je lisais ne me parlait pas beaucoup. Et en fait, je me suis dit, il y a un chaînon manquant entre la pratique et puis la littérature sophro. Et j'ai eu l'audace de croire que je pouvais écrire ce petit chaînon manquant. Voilà. Bon, ceci dit, franchement, quand j'ai écrit ça, hein, je ne m'attendais pas à ce que ça allait donner. Je me suis dit, si j'arrive à en vendre 200, ça sera déjà bien. Quoi, hein. Voilà. Et puis bon, je suis à plus de 4000 maintenant. Waouh! Ouais, c'est sympa. Et puis bon, ça a mis du temps, hein, ça s'est pas fait comme ça. Hein, c'est vachement. Puis surtout que je ne suis pas avec un éditeur classique ordinaire, donc voilà, donc c'est pas évident. Mais bon, ça se fait. Et puis maintenant, il se vend aussi outre-Atlantique et outre-Manche. Aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Donc il fait son petit chemin. C'est génial. Voilà. C'est génial et vraiment, vraiment merci en fait et bravo pour ce livre parce qu'en fait, effectivement, pour l'avoir acheté et lu, vraiment, il répond à des questions effectivement de manière très très simple. Des choses qui nous sont la plupart du temps expliquées de manière très compliquée et ça permet vraiment en fait de mettre des mots sur ce que c'est la sophrologie. Ça permet aussi effectivement de rien que le titre est évocateur en fait. À quoi ça sert de remuer ses épaules au final? Comment est-ce que ça va m'aider effectivement à aller mieux dans ma vie? Et je trouve le titre annonce déjà la couleur par rapport à ce qu'on peut trouver dans le livre. Et il est vraiment, enfin je le recommande à tout le monde quoi. Tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à la sophrologie, c'est vraiment un livre qui est très très abordable et compréhensible par vraiment le plus grand nombre. Et ça, cette vulgarisation en fait est vraiment essentielle je trouve effectivement dans le monde de la sophrologie aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour cet adage. Merci beaucoup aussi. J'ai pris ce titre parce qu'en fait, en effet, c'est une question qui me... Enfin, je suppose que les sophrologues qui écoutent vont peut-être sourire, mais c'est une question qui nous est souvent posée. Ah bon, par exemple, des gens qui viennent parce que ils sont hyper stressés ou parce qu'ils ont eu des problèmes suite à un cancer, je sais pas, enfin bref, donc ils veulent se remettre sur pied. On leur présente la sophro. Ah bon, et vous pensez vraiment que faire ça, là, remuer les épaules, je vais aller mieux? Oui, oui, mais comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Ouais. Simplement, quoi. En 2 mots. Ouais. En 2 mots. Voilà, c'est toujours les 2 mots.
Donc, c'est pas possible, quoi. Donc, Ouais. j'ai dit, bon, on va écrire un livre avec toutes ces questions, là. Franchement, on demande la sophro, mais en quoi ça va faire qu'on va, en effet, aller mieux dans notre vie, quoi. On bouge la tête, on bouge les épaules, on souffle. Bon, ouais. Et le yoga, c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. Bon, alors, bon. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour continuer à rebondir sur ton deuxième livre parce que tu parles beaucoup enfin, tu parles beaucoup. Tu parles de temps en temps du yoga comme dans ce deuxième livre, comme étant Oui, quelque chose qui effectivement peut t'agacer à chaque fois qu'on fait un rapport, quand on relie les choses au yoga. Donc, étant enseignante de yoga, je vais essayer de pas trop en parler. Et du coup, donc ce deuxième livre authentique, en fait, il raconte de façon romancée ton parcours personnel de guérison, si on peut employer ce mot, du syndrome de Gilles de la Tourette. Et donc la manière dont les méthodes de la sophrologie, du Reiki et de l'EFT, donc l'Emotional Freedom Technique, également l'écoute centrée sur la personne. Comment est-ce qu'elles t'ont accompagnée en fait? Est-ce que tu peux pareil, nous parler un peu de tes motivations, de partager cette expérience et comment est né ce livre? oui. Alors, en fait, quand j'écrivais le premier, j'avais déjà en tête le deuxième. Mm. En écrivant le deuxième, j'avais déjà en tête le troisième, et en écrivant le troisième, j'avais déjà en tête celui que je suis en train d'écrire. Donc en fait, c'est une suite logique pour moi. Le fait est que ce syndrome m'accompagne instant par instant. Et si j'ai écrit le premier, c'est aussi pour montrer à quel point la sophrologie pouvait être une aide précieuse non, dans un chemin de guérison, en effet. Mais c'est quoi ce chemin de guérison? C'est pas la guérison en elle-même. La sophrologie m'a fait comprendre très rapidement qu'en fait, le syndrome de Gilles de la Tourette, comme n'importe quel autre syndrome, n'importe quelle autre maladie, hein, en fait, n'est qu'un prétexte. Voilà. Je me suis vite rendu compte qu'il ne fallait pas que je m'attache aux symptômes, mais que j'aille voir plus loin, que j'aille voir plus grand en moi. Voilà. C'est pour ça que je dis que ce qui m'anime, c'est le désir d'honorer la vie qui est en moi et d'élever ma conscience et mon âme. Parce que la sophrologie, c'est vraiment fait pour ça, pour moi, hein, pour élever notre conscience, pour développer notre conscience dans toutes ses dimensions. Et ça, je l'ai vite compris. Et je ne pouvais pas m'arrêter simplement au premier livre. Il fallait que j'aille plus loin en expliquant et en allant un petit peu plus profondément. Parce que dans le premier livre, je parle pas de moi. Je parle de choses plus générales. Je n'induis rien du tout. Alors que dans le deuxième, je parle plus de moi, de mon expérience. Voilà, c'est un engagement, c'est un témoignage. Et en fait, j'ai commencé par écrire un témoignage sur le syndrome de Gilles de la Tourette pour vraiment décrire les symptômes vécus de l'intérieur le plus précisément possible, parce que les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que ça peut être, comme pour plein d'autres maladies, hein, bien sûr. Et, ayant écrit ce témoignage, je me suis dit, c'est un petit peu dur quand même. C'est tout ce que je décris là et tout, c'est quand même, c'est difficile. Donc, j'en ai fait un roman en fait pour que ce soit plus accessible aussi, et aussi pour là aussi vulgariser. J'aime beaucoup la vulgarisation. J'aime beaucoup lire des livres scientifiques qui vulgarisent des thèmes complexes. Voilà, ça permet de rendre accessible à tout le monde un savoir qui n'est pas réservé aux sachants. Voilà. Donc, j'ai écrit ce livre pour témoigner que ce soit le syndrome de Gilles de la Tourette ou n'importe quoi d'autre, d'après ma conviction, hein, d'après, écoute, quand même 20 ans de recul là-dessus, de travail là-dessus, pour témoigner qu'en faisant vraiment un travail sur soi approfondi, sur le corps, sur l'esprit, sur la conscience en général, hein, pouvait amener à une nette amélioration de ces symptômes. Voilà, c'est pas en travaillant sur les symptômes, mais en travaillant sur quelque chose de plus profond qu'on pouvait aller vers ce chemin de guérison. Je ne parle pas de guérison,
parce que je ne suis pas guérie. J'ai toujours le syndrome de Gilliatt-Tourette. Et je vis avec. Mais je vis avec bien. Je vis avec de façon consciente, dans l'acceptation et même dans l'humour maintenant. Voilà, dans l'humour, bah, ça c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Ce que m'a apporté la sophrologie, c'est évidemment une plus grande conscience de mon corps, parce que même si j'étais très sportive avant de commencer la sophro, j'avais pas une grande conscience de mon corps. Je le subissais. Je subissais mon corps. Je subissais mon corps aussi énormément par les tics. J'avais absolument pas conscience. J'avais conscience que je faisais des tics, mais j'avais pas conscience de tout le processus, voilà, du déclenchement du tic, de qu'est-ce qui va déclencher le tic, jusqu'à tout le processus neurophysio qui se passe dans le corps, dans le sang, etc. Et au niveau mental, au niveau émotionnel. Voilà. Donc c'est le travail en sophrologie qui m'a permis de prendre conscience de tout ça. Donc en fait, de débobiner le truc, comment dire, de débobiner, voilà, de faire le chemin à l'envers pour essayer de comprendre tout ce qui découlait de... Oh, je suis pas claire, hein. Bon, tu comprends. Bon, pour décrypter, voilà, hein, décrypter tous les processus. Voilà. Et il y a eu vraiment un grand chemin de fait avec la sophrologie, puisque 2 ans après avoir commencé donc la sophro, j'avais 80% de symptômes en moins. Donc c'est énorme. Hein. C'est énorme. Aucun médicament n'arrive à ça. Et même la chirurgie, maintenant on opère un petit peu plus. Voilà, on met des électrodes au niveau du cerveau, enfin c'est un truc hyper compliqué. C'est pas garanti. Voilà. Avec la sophrologie, je suis autonome. Voilà. J'ai compris énormément de processus, et encore une fois au niveau émotionnel aussi, parce que sans travail sur les émotions, il manque quelque chose, quoi. Et c'est là en fait qu'est intervenu l'EFT, mais pas que, parce que j'ai fait un travail en écoute aussi. Au bout de 10 ans, j'ai fait une formation en écoute centrée sur la personne, selon Carl Rogers. Et là, j'ai fait un sacré travail aussi de décryptage de mes comportements, de mes fonctionnements. Hein. En sophro, on apprend à être à l'écoute de ses fonctionnements finalement, hein, dans toutes ces dimensions. Et le travail en écoute permet vraiment d'être au cœur de ces fonctionnements et aussi de ces fonctionnements égotiques, hein, un travail sur l'ego. Donc ça, ça a été très très à la fois bousculant, et il s'est passé énormément de choses pendant cette formation pour moi. Il y a eu beaucoup de révélations aussi, et j'ai énormément avancé par rapport à mes processus internes, les compréhensions entre l'ego, le corps, le mental, et aussi la spiritualité. Si je fais tout ça, c'est aussi parce que j'ai une soif de spiritualité, et je ne peux pas m'arrêter simplement au corps. Le corps est pour moi... Le corps et la spiritualité sont absolument indissociables. Je ne fais pas la différence. Voilà. Donc pour moi, la sophrologie est aussi un chemin vers ça. On travaille sur nos valeurs, c'est un processus existentiel. Donc aussi pour moi, hein, je ne sais pas si ça fait écho aux auditeurs, mais en tout cas spirituel, ça clairement, quoi. Je ne peux pas vivre sans ça. Sinon, à mon avis, si je n'avais pas ça, il y a longtemps que je ne serais plus ici. Hein. C'est trop dur. C'est trop dur. Donc voilà. Donc j'ai voulu témoigner de ça avec humour aussi, hein, parce que pour moi c'est vachement important l'humour, ça aussi ça me met en mouvement, ça aussi ça m'anime. L'humour, la légèreté, essayer de ne pas se prendre au sérieux. C'est un sacré travail ça aussi, de ne pas se prendre au sérieux. Mais tout en faisant un travail le plus sérieux et le plus exigeant possible. Voilà. Pour me remettre un petit peu dans l'ambiance de Authentique, il faut savoir qu'avant l'écriture de ce livre, grâce à tout le travail que j'avais fait, sophro, en écoute centrée sur la personne, et puis en EFT, et d'autres méthodes aussi dont je ne parle pas dans mon bouquin, j'étais arrivée à 2% de tics et de symptômes en général. 2%. C'est énorme. C'est pas guéri. Tout comme, quoi. C'est énorme. Et pour écrire ce livre,
je me suis replongée dedans. J'avais un client, j'en ai pas beaucoup. En fait, j'en ai pas. De clients qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, sans doute que je ne dois pas en avoir. qui, voilà, qui était quand même assez atteint. Et moi, j'étais hyper calme face à lui. D'ailleurs, sa mère, qui était là aussi, était complètement scotchée. Et bien, pour écrire ce livre, en fait, parce qu'elle me disait, il faudrait que vous écriviez un livre sur tout ce que vous, enfin, tout ce que vous témoignez, quoi, de tout ce que vous nous racontez là et tout, parce que ça servirait énormément. Mais j'avais déjà l'idée de le faire, hein, de toute façon. Et là, ça a été un déclencheur, une autorisation, en fait, hein, comme si j'étais validée là-dedans. Pour écrire ce livre, je me suis replongée. En fait, j'ai copié ces tics. Les neurones miroirs dans le syndrome de Gilles, ça j'explique dans mon livre aussi, sont hyper actifs, mais vraiment à un point on ne s'imagine pas. D'ailleurs, souvent les gens qui ont le syndrome de Gilles sont aussi de bons comédiens. Moi, en tant que mime, voilà, je peux m'amuser à mimer les gens des fois. Voilà, ça va très vite, quoi. Et les neurones miroirs sont hyper actifs et donc on prend tout, on capte énormément de choses, mais on n'en a pas conscience. Voilà. Moi, j'en ai pris conscience avec le travail en sophro, de tout ce que je capte, en fait. Hein. Et du coup, j'ai capté tous ces tics. Et je me suis mise à les reproduire jusqu'à ce que, très vite, ça s'enclenche en moi. Donc, en fait, je me suis replongée dans les tics et pendant 2 ans et demi que j'ai écrit ce livre, j'ai eu 90% de tics. Je suis passée de 2% à 90%. Je me suis complètement replongée dedans, comme un alcoolique qui serait abstinent se remettrait à boire pour décrire et pour écrire tout ce qui se passe dans son corps de façon intime, à tous les niveaux, pour transmettre à des lecteurs potentiels, voilà, pour témoigner. C'est ce que j'ai fait. Donc c'était un passage extrêmement douloureux pour moi d'écrire ce livre, très très difficile. Et en même temps, quand j'y suis arrivée, j'étais fière, quoi. J'étais fière d'avoir pu faire ça. Et en fait, je l'aurais jamais écrit si j'avais pas eu confiance en ma capacité à retrouver l'équilibre. Si j'avais pas eu confiance en ma capacité à retrouver l'équilibre. Et ça, qu'est-ce qui m'a donné cette confiance-là? C'est le travail en sophrologie. En sophrologie essentiellement, mais aussi en EFT, aussi en Reiki. Mais j'aurais pas tout ce travail-là derrière, jamais j'aurais fait ça. C'était kamikaze, c'était hyper dangereux, quoi. J'ai mis 1 an à me récupérer. Là ça fait quoi, 2 ans peut-être qu'il est sorti ce livre maintenant, même un peu plus, 2 ans et demi. Je peux dire que je me suis récupérée, je suis pas redescendue à 2% de tic, mais on va dire que je suis à 10%, et c'est déjà pas mal, voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour témoigner de tout ce qu'on peut faire et pour donner espoir, voilà. Et aussi pour décrire à quel point, parce qu'il y a beaucoup de séances de sophrologie dans ce livre aussi, donc expliquer un petit peu jusqu'où ça va. La sophrologie, c'est pas juste pour se détendre ou pour visualiser je ne sais quoi, enfin je veux pas être dénigrante, c'est pas ça, mais on peut aller vachement loin, quoi. Moi avec la sophrologie, je vais hyper loin, quoi. Surtout quand on fait jusqu'au 12e degré, on peut travailler toutes les dimensions, vraiment, c'est scotchant. Moi, vraiment, je remercie Alfonso Caicedo parce que c'est génial. Voilà. Quand on explore tout ça, quotidiennement, instant par instant, parce que c'est vraiment le travail que je fais, c'est instant par instant, parce que sinon, je suis bourrétique tout le temps. Donc, c'est instant par instant. Ce travail-là m'accompagne en permanence. Voilà, je suis obligée d'être consciente en permanence. Alors, je n'y suis pas, hein. Puis j'y suis pas arrivée non plus du jour au lendemain. Hein. Et puis, j'y suis toujours pas. Mais c'est ça. C'est être conscient, être présent, instant par instant. Voilà, c'est dans tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je ressens, tout ce qui se passe en moi, etc. Parce que tout a un impact. Et tout de suite, ça prend des proportions abominables si je ne suis pas là-dedans. Donc, je m'y exerce tout le temps. Et si je n'y suis plus, je vois très très vite. Et donc c'est une discipline, en effet, mais c'est une discipline qui m'amène du bonheur. Donc je ne suis pas là de la lâcher, cette discipline. Voilà.
J'ai Ok. répondu à ta question. C'était super. Et du coup, tu as aussi, donc tu nous as parlé de ton troisième livre Oui, que tu as sorti du coup plus récemment, oui. Histoires érotiques. Donc, j'ai bientôt terminé de le lire. Et qui toujours de manière romancée en fait parle de la sexualité, de l'ego et de la méthode Adaé que tu as créée du fruit de tes Oui. expériences. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, de tes motivations, de ce qu'il retranscrit? Ouais, bah en fait, merci beaucoup de me poser cette question. C'est sympa, hein, elle est bien cette interview. Non, mais c'est pas évident pour moi parce qu'en peu de temps, je dois expliquer tout ça. Alors, alors, ce troisième livre est né de Authentique. Alors, Authentique, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit en 3 mots. Hein. C'est haute, antique. Haute, H-A-U-T-E, en, et puis tique, voilà, authentique. Moi, j'aime bien les jeux de mots. Hein, donc, voilà. Et en fait, dans ce livre, je parle déjà un petit peu de la sexualité, de la sensualité. Il y a un personnage qui écrit des poèmes érotiques et tout ça, voilà. Comment dire Je parle aussi de l'ego. Je parle du travail sur les souffrances égotiques. Pour moi, hein, si on ne fait pas ce travail-là, bah, si on ne va pas en profondeur là-dedans, bah, on reste avec ces souffrances, ces symptômes, et on tourne en rond autour. Voilà, on tourne en rond autour. C'est bien comme phrase, ça. Et il manquera toujours quelque chose. Quoi. Voilà. On est en surface. Voilà. Donc du coup, Histoires érotiques, c'est en fait un grossissement, une, une mise, comment dire, on regarde à la loupe quelques thèmes que j'ai soulevés sans les avoir approfondis dans Authentique. Parce que je savais que j'allais les approfondir dans Histoires érotiques. Donc, sinon, ça aurait fait un bouquin de 1000 pages. Moi, j'aime pas lire les bouquins de 1000 pages. En fait, je n'écris que des trucs que moi j'aime lire, en fait. Donc, c'est pas... Donc, voilà. Jamais si bien servi par soi-même. Donc en fait, Histoires érotiques parle en effet de sexualité. Je suis partie en fait j'ai remarqué, enfin dans ma clientèle, parmi mes amis, et moi-même j'ai vécu ça aussi il y a longtemps, qu'il y a quand même, je suis souvent en fait confrontée à la dépendance affective. J'ai pu travailler dessus avec mes outils, voilà, et j'ai pu aussi accompagner des personnes avec ces outils-là. Et j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé petit à petit Adaé. Hein. Adaé, c'est l'acronyme de Aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Voilà. Ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est le discernement. Après, l'harmonisation de l'ego, avec les techniques que l'on a, on peut faire. Mais comment? Voilà. Si on n'a pas le discernement avant, c'est quand même un peu compliqué. Voilà. Et donc, en fait, quand on est englué dans un gros stress, et la dépendance affective est un stress énorme sur le plan relationnel notamment, eh bien, c'est très très difficile de s'en sortir si on n'a pas de discernement. Et je me suis servi donc d'une histoire d'une personne qui lambda, hein, les personnages sont fictifs, hein, qui serait tombée en dépendance affective, et du coup, ça m'a permis de parler de sexualité et de travail sur l'ego. Puisque pour moi, la sexualité est à la fois corporelle et aussi spirituelle. Enfin, dans la sexualité, pour moi, il y a tout. Quoi. Il y a à la fois le corps, il y a l'émotionnel, il y a le mental aussi, et puis ça peut être vraiment transcendant. Et c'est un chemin pour aller vraiment à la rencontre de soi. Quand on joue en fait à la sexualité, parce que c'est important le jeu aussi. Pour moi aussi, c'est quelque chose de vital, le jeu. Si je joue pas, je m'ennuie vite et j'ai des tics. Donc voilà. Et en fait, c'est un jeu. Et le travail sur la sexualité, le jeu avec la sexualité, permet d'aller en profondeur vers soi et cette personne et les autres personnes dans le groupe finalement, à travers ces jeux de sexualité, parce qu'en fait, ça se passe dans un atelier d'écriture érotique, voilà, d'écriture coquine, d'écriture sensuelle. Et en fait, à travers les textes qu'ils vont écrire et le cheminement qu'ils vont faire, ils vont aller
à la rencontre de leur souffrance égotique, de leur ego. Alors j'explique ça dans le bouquin, je ne vais pas faire un traité sur l'ego, je ne suis pas experte non plus là-dedans, quoique, tout le travail que je fais là-dessus, je finis peut-être par être un peu compétente quand même. Et donc j'y expose à travers un personnage mon procédé. C'est pas une méthode, c'est un peu pompeux pour moi une méthode, je suis pas en aptitude de créer une méthode, mais en tout cas un procédé qui reprend des méthodes et des techniques que je connais, que l'on connaît. Souvent d'ailleurs un procédé ou une méthode reprennent des choses que l'on connaît déjà, pour articuler, pour s'articuler de manière à comprendre d'où vient, quelle est la cause en fait profonde du problème et comment s'en libérer profondément, durablement, efficacement, de façon efficiente, quoi, hein. Voilà. Donc en fait, à travers ce petit roman, il y a mon travail. Voilà, j'y expose mon travail. À la suite de la sophrologie, le FT, le Reiki, et d'autres méthodes, et puis l'écoute aussi, tout ça. Eh bien, donc j'ai articulé tout ça de manière à créer un procédé simple qui se fait en quelques minutes. Le plus long, c'est le discernement, mais ensuite, ça va très très vite pour se libérer en profondeur de ce qui nous fait réagir, de ce qui nous amène à des comportements délétères, à des fonctionnements qui ne sont pas constructifs, même plutôt destructeurs pour nous. Voilà. Donc, je me suis permis, là aussi, j'avais très envie de partager ça. En fait, ce qui m'anime, c'est aussi le partage, hein. Je pourrais très bien garder tout ça pour moi et puis le garder dans mon cabinet avec ma clientèle. Et puis voilà. Mais je suis animée par une force interne qui me pousse à partager dès que je découvre un truc. Voilà. Donc, à travers ce roman, ces personnages, cet atelier d'écriture érotique, donc en fait, il y a aussi des textes rigolos et puis quelquefois un peu chauds, hein, voilà. Et bien en même temps, on découvre ce procédé que l'on peut faire au fur et à mesure, qui est en même temps pratique. Donc, c'est un roman outil pratique, voilà, pédagogique pour se libérer. En fait, l'objectif de ce livre, c'est vraiment d'aller à la rencontre de sa joie intérieure, d'aller vers la joie et de se libérer. Voilà. Je ne promets pas la liberté, mais en tout cas, on va vers. Voilà, je pense. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment être libre. D'ailleurs, voilà, un petit passage dans mon livre qui explique certaines choses, mais en tout cas, on peut cheminer vers et de façon ludique et profondément efficiente. Voilà. Et j'en suis la preuve, puisque je fais ça depuis 4-5 ans pour moi. Voilà. Et je vois bien progressivement ce que ça donne. Et maintenant, je peux dire que voilà, si je suis arrivée à 10% de tic maintenant, après tout ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est en partie grâce à ça. Et maintenant, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que j'ai mes symptômes, voilà, mes petites sonnettes d'alarme, hein, mes sentinelles qui s'alarment, je ne passe pas à côté. Tout de suite, je me dis, ah, il y a un truc qui ne va pas, surtout quand c'est au niveau relationnel. Et au lieu d'accuser l'autre, je me sers de ça. Voilà, en fait, je me sers de la relation, je me sers de l'autre, si je puis dire, mais de façon pas, comment dire, de façon constructive, quoi, hein, pour me remettre en question et avancer et me libérer de choses très profondes qui remontent à la surface, dont je n'ai pas conscience forcément dans l'immédiat, et m'en libérer durablement. Le fait est que j'ai de moins en moins de tics. Voilà, je suis de moins en moins susceptible aussi. L'humour est de plus en plus présent par rapport à mes symptômes et à mes dysfonctionnements qui sont très nombreux. Et j'arrive vers de plus en plus de détachement. Voilà. Donc c'est ça que je propose en fait. Voilà. Aller vers le détachement, qui n'est pas l'indifférence, hein. Rien à voir. Voilà. C'est encore autre chose. Bref, aller vers la coolitude. Je parle dans authentique justement. La coolitude. La coolitude, ça n'existe pas. Mais si, mais si. Faut y travailler. Ok, Voilà. super. Du coup,
suite à voilà, déjà un beau petit échange autour de tous tes livres, quel serait pour toi, on a déjà commencé à aborder un petit peu ça, notamment en parlant de ton premier livre, quelle serait Oui. pour toi la définition de la sophrologie? Ah, la question piège. La définition de la sophrologie. Moi, je trouve que la définition de Caicedo, elle est très bien. Je n'ai pas la prétention de la changer. Moi, pour moi, elle est très bien. Voilà. C'est vraiment l'harmonisation de la conscience. Hein. Pour moi, la sophrologie, c'est vraiment fait pour développer la conscience. C'est ça qui m'a motivé à faire de la sophro. C'est ça qui m'a motivé à aller aussi loin. C'est vraiment développer ma conscience. Plus je développe ma conscience, mieux je vais, quoi. À tous les niveaux, à tout point de vue. Moi, je subis, évidemment. Donc, ça serait peut-être ça, développer sa conscience pour être de plus en plus soi-même. Bernard Santerre disait la sophrologie, ça sert à être vrai. Ben, c'est ça, quoi, authentique, vrai. Peut-être pas forcément la même chose, être authentique, être vrai. Encore voilà, un livre à faire là-dessus. Non, mais c'est ça, c'est être vrai, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, je ne supporte pas. Enfin, je supporte pas. Ça fait vraiment quelqu'un qui est catégorique et tout. Bah oui, mais c'est vrai, en fait. Mon corps supporte pas la malhonnêteté envers soi-même. Voilà, l'hypocrisie envers soi-même. Et puis, et donc, quand moi je ressens que je suis hypocrite envers moi-même, que je suis malhonnête envers moi-même, ou que je me retrouve dans des situations malhonnêtes qui ne sont pas justes, eh bien, j'ai plein de tics. J'explique tout ça dans Authentique, d'ailleurs. Hein. Je parle beaucoup de la justesse aussi. Alors peut-être que ça serait ça, la définition de la sophrologie, ça serait développer notre conscience pour aller vers sa justice. Et donc être vrai. Voilà. Mais pour moi, c'est un pilier, la sophro. Je peux faire toutes les méthodes possibles, imaginables autour. Et le yoga aussi, hein, parce que, Anne-Maëlle, j'en ai fait du yoga et j'ai adoré le yoga. C'est juste un problème avec la respiration du fait de mon syndrome. Et puis, bon, voilà. Mais j'ai adoré le yoga. Mais c'est surtout aussi la manière dont, quelquefois, les gens certaines personnes qui font du yoga, j'en ai rencontré quand même pas mal, sont dans la comparaison, si tu veux. Oui. Donc aussi, la comparaison, soit elle amène à la tristesse, soit elle amène à l'arrogance et à la vanité. Donc c'est pas supportable non plus, quoi. Voilà. C'est ça. Donc c'est à ça que j'ai été confrontée. Hein. Trouver l'équilibre. Bon, parfait. C'est ça, enfin, il faut trouver l'équilibre et peut-être justement en développant, comme tu dis, cette conscience, c'est prendre conscience que il y a des tas de méthodes qui existent et on est tous différents et que du coup, il y a certaines méthodes qui vont parler à certains. Si elles nous parlent énormément à nous, si elles ont transformé notre vie, ça ne veut pas dire que la personne avec qui on va échanger va lui transformer ça va lui transformer sa vie aussi. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui est fait pour lui. Et ça, je pense que c'est important. Et effectivement, dans le monde du yoga et même dans d'autres mondes, hein, le monde de chaque méthode, on peut retrouver ça. Des gens qui essayent de convaincre forcément, de prêcher en faveur de leur méthode, mais élargir son champ de conscience comme on le fait en sophro et comme on peut le faire aussi à travers le yoga, c'est aussi prendre conscience de ça et être dans l'acceptation que ça marche certainement pour nous, mais que pour cette personne, peut-être que ça va être autre chose et que c'est ok comme ça aussi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord et c'est faire attention à ne pas faire de notre méthode un dictat universel. Voilà, il y a plein de choses en fonction de chaque sensibilité, ça va parler ou pas. Ça, pour moi, c'est primordial. Quoi. On peut vite devenir sectaire ou pensée unique avec une méthode. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Quoi. Voilà. Et en élevant cette conscience, justement, c'est aussi avoir conscience de ça. On peut aussi devenir sectaire en développant notre conscience, en expliquant que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, par exemple, tu vois. Voilà. Bon, oui, pour moi ou pour toi, mais pas forcément pour d'autres. D'ailleurs, on le voit, voilà, il suffit de regarder le monde. Donc, c'est pas... Voilà. Et d'ailleurs, mes livres authentiques, je ne parle qu'en mon nom. C'est un témoignage, je dis je. Et à aucun moment, je dis qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est vraiment, c'est mon témoignage. Quoi. Voilà.
après, chacun, si ça fait écho pour certaines personnes, eh ben, bien tant mieux. Si ça fait réfléchir, tant mieux, parce que je les ai écrits pour ça aussi. Sinon, j'aurais fait un journal intime. Si je partage, si je publie, c'est aussi parce qu'il y a une volonté derrière que peut-être ça fasse bouger un petit peu les lignes, que ça puisse résonner, quoi, hein, voilà. Mais en aucun cas, c'est un dictat. Voilà, donc après, chacun fait selon là où il en est, dans sa vie, dans son chemin, dans ses envies. Et voilà, quoi, il n'y a aucune obligation. Personne n'est obligé à. Mais qu'on vienne pas m'embêter avec son ego. Ok, tu bouges pas, mais tu viens pas m'emmerder. Non, je rigole. Mais bon, à peine. Du coup, on arrive à la dernière question que j'aimerais te poser aujourd'hui par rapport à ton activité aujourd'hui. Quels sont tes projets à venir et comment est-ce que tu vois ton activité évoluer pour les prochaines années? Évoluer dans les prochaines années. Déjà, là, la reprise, après le déconfinement progressif. Bien sûr, j'ai des projets. Après, ce qui vont se mettre en place, ça, j'en sais rien, mais enfin, je fais tout pour. Alors déjà, continuer à écrire. J'ai d'autres projets d'écriture. Voilà. Et notamment un projet d'écriture dans l'érotisme aussi. Voilà, parce que j'aime beaucoup. C'est un défi. C'est pas évident et je trouve ça tellement beau, tellement libérateur de pouvoir écrire des textes érotiques. C'est aussi un défi littéraire parce que c'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus difficile à écrire. Donc voilà, c'est encore un petit défi que je me lance, mais aussi parce que c'est un jeu. Voilà, j'aime jouer. Donc voilà. Et puis j'ai d'autres projets d'écriture aussi, notamment une pièce de théâtre. Voilà, on verra si ça prendra jour. Mais bon, en tout cas, c'est des projets. Et souvent dans la pédagogie, mais j'ai envie de faire des choses aussi un peu plus légères, quoi, un peu plus comment dire, distrayante. Enfin, c'est déjà un peu ce que je fais, mais enfin voilà, quoi, pas forcément. J'ai pas forcément encore envie de parler de sophrologie, ou en tout cas pas forcément la nommant. Voilà, que ce soit entre les lignes, mais que ce soit imbibé dans l'écriture, mais pas forcément explicite, quoi, hein, voilà. J'ai plus tellement envie non plus de parler du syndrome de Gilles Tourette. Je pense que j'ai déposé tout ce que j'avais à déposer là. Et maintenant, j'ai envie de passer un peu à autre chose, quoi, hein. Vivre autre chose, hein, aussi, me laisser vivre. Et puis au niveau du cabinet, eh bien, développer les formations en ADAE, voilà, en harmonisation du stress relationnel, de l'hypersensibilité relationnelle, voilà, parce que je suis une hypersensible et dans mes livres s'adressent aussi aux hypersensibles. Je projette de mettre en place donc des stages, déjà des ateliers ADAE hebdomadaires, mais il y aura aussi des stages. J'ai déjà commencé à en faire depuis un moment, et puis aussi des formations, pourquoi pas, s'il y a de la demande. Voilà, de formation vraiment en aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Voilà. J'ai aussi d'autres projets, mais je préfère pas en parler parce que je ne suis pas seule dedans. Voilà, je ne m'avance pas. Ok, voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous proposer une petite pratique d'une quinzaine de minutes pour clôturer cette interview? Ouais, c'est possible, ouais, 15 minutes. Ce que je peux vous proposer, c'est ce que j'ai proposé à mes groupes là, pendant le confinement, parce que j'ai envoyé quelques séances audio, comme beaucoup ont dû faire aussi, hein, je suppose. Et quand on a commencé le confinement, on en était à la RD2. Et donc, j'ai fait une petite composition avec la RD2, une petite variante. Voilà, donc avec l'expansion de la conscience, elle ne se fait pas là du coup dans l'espace, mais dans le temps. Voilà, ça te parle ou pas? Oui, complètement. Parfait. Dans le temps. Donc, voilà, je ne donne pas d'autres explications, si ce n'est au niveau technique, peut-être. Bon, l'objet neutre, je ne vais pas réexpliquer. Je pars du principe que les auditeurs sophrologues savent de quoi je parle. Par contre, peut-être qu'il y aura des auditeurs non sophrologues.
Bon, l'objet neutre, en fait, c'est un objet sur lequel on se focalise, on se concentre. C'est un objet qui n'a absolument aucune importance, voilà, aussi neutre que possible, aucune importance, aucune association d'idées affectives, ni émotionnelles. Voilà, c'est pas évident, la neutralité, ça n'existe pas vraiment, mais enfin, ben, bref. Donc, on laisse venir un objet à la conscience, à l'esprit, qui soit aussi neutre que possible. Voilà. Donc, je résume en disant qu'il n'a absolument aucune importance. Voilà, ça peut être absolument n'importe quoi. Voilà. L'idée, c'est qu'on se fixe un petit peu dessus pendant quelques instants. Mais ça ne va pas être le propos principal de ma séance. Voilà. C'est juste pour les gens qui n'en ont jamais fait. Voilà. Donc, on va tenter le coup, et puis ben, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, vous vous mettez debout, bien d'aplomb sur les deux pieds. Vous pouvez aussi rester assis si vous préférez. Et on commence par se recentrer dans le lieu et le moment présent. Donc les yeux ouverts. Les yeux ouverts, vous posez un regard neutre et neuf sur tout ce qui vous entoure, en essayant de ne pas nommer les choses. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit des formes, des volumes, disposition des objets, des jeux d'ombre et de lumière, ce qui crée les couleurs, mais que l'on ne nomme pas. La disposition du lieu, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les formes, les volumes, les ouvertures, votre place dans ce lieu. Vous pouvez même vous regarder pour être sûr que vous êtes là. Là, vous prenez conscience de l'ambiance visuelle, de l'atmosphère visuelle. Et là, vous prenez conscience que vous êtes ici. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes ici. Vous prenez aussi conscience de l'ambiance olfactive de ce lieu en ce moment. À tout moment, cela peut changer. Sans chercher à identifier les odeurs, simplement l'ambiance olfactive. Tout lieu a une ambiance olfactive. Conscience de l'ambiance sonore en ce moment. Sans chercher à identifier les sons, simplement l'atmosphère sonore. Vous prenez conscience de l'ambiance tactile. La température de l'air, la texture de l'air, les matériaux sur lesquels vous êtes posé et ceux qui vous enveloppent. Conscience de l'ambiance gustative dans votre bouche en ce moment, du goût des choses. Grâce à tous vos sens, vous avez conscience d'être ici en ce moment. Vous n'êtes pas ailleurs ni à un autre moment. Ici en ce moment. Vous vous recentrez dans le lieu et le moment présent. Vous regardez un point fixe au sol, vous posez votre regard et en même temps vous vous posez. Vous sentez vos appuis au sol.
vous êtes prêt, vous fermez les yeux. Les yeux fermés, vous continuez de vous recentrer dans le lieu et le moment présent. Vous sentez la surface que vous occupez au sol. La manière dont vous répartissez le poids de votre corps sur le sol, sur vos appuis. Vous sentez que vous êtes posé, que vous êtes porté, soutenu. Et tout en ayant conscience d'être posé, ici, maintenant, vous prenez conscience de tous les mouvements de votre corps. Tous ces mouvements naturels, d'oscillation, de balancement. Vous les accueillez tels quels. Et vous prenez conscience de toute l'animation intérieure, de tout mouvement intérieur, aussi infime soit-il. Vous accueillez tout mouvement, toute animation au niveau du crâne, du cuir chevelu, du visage, là dans le moment présent. Tout mouvement, toute animation au niveau du cou, de la nuque, des vertèbres cervicales, de la gorge, dans l'accueil, tel quel. Conscience de tout mouvement au niveau des épaules, des clavicules, des trapèzes, des membres supérieurs, jusqu'à la pulpe des doigts. Quelle que soit la nature de ces mouvements, quelle que soit la nature de cette animation, que ces mouvements viennent de vous, volontairement ou par réflexe, ou qu'ils se produisent à l'insu de vous. À l'insu de votre volonté. Conscience de tout mouvement au niveau thoracique. Toute animation. Tout ce que vous êtes en mesure de capter par vous-même. Conscience de toute animation au niveau abdominal. Là, dans le moment présent, tel quel. Toute animation dans tout le dos, du haut jusqu'en bas, tout le long de la colonne vertébrale et de part et d'autre. Au niveau du bassin, tout le bassin. Les fessiers, le bas du ventre, le périnée, les sphincters, toute la région urogénitale. Au
au niveau de l'articulation des hanches. Des cuisses, de l'articulation des genoux, des jambes, des chevilles, des pieds, de chaque orteil jusque sous les pieds, qui s'articulent au sol. De nouveau, vous prenez conscience de vos appuis, quels qu'ils soient, quelle que soit votre posture actuelle. Conscience du corps en mouvement, conscience du corps animé et du corps posé. Conscience de votre capacité à vous poser dans le mouvement. Vous amenez à la conscience votre objet neutre, ou vous laissez venir à la conscience un objet neutre. Concentration passive sur cet objet. L'objet est présent à l'esprit, sans effort, sans crispation. Et vous gardez cet objet présent à l'esprit pendant la stimulation qui va suivre. Stimulation des épaules. Vous inspirez, vous retenez l'air, vous fermez les poings, vous secouez les épaules en conscience de vos choix dans votre manière de faire. Et à l'expire, vous cessez. L'objet est présent. Vous recommencez 2 autres fois, si vous le souhaitez, à votre rythme, en conscience de vos choix, de votre manière de faire. Et l'objet est présent. L'objet est présent et en même temps, conscience du corps en mouvement. Pause d'intégration. Disponibilité à soi, l'objet est toujours là. Conscience du corps en mouvement, même dans cette apparente immobilité. Vous êtes présent à vous-même, ici, maintenant. Vous gardez l'objet présent et vous vous asseyez en conscience de votre gestuelle. Si vous êtes déjà assis, vous réajustez votre position de manière à vous tenir vertical, dans la position du second degré, les mains posées à plat sur les cuisses, les pieds à plat au sol, le dos vertical, sans tensions inutiles. L'objet est toujours là. Conscience de votre posture, de vos appuis. Conscience du corps en train de se poser, de se positionner, de respirer.
Puis vous cessez la concentration sur l'objet. Vous vous concentrez sur vous-même. Vous prenez conscience de vous extérieurement, tel que vous êtes en ce moment, dans la position que vous avez dans la pièce où vous êtes. Conscience de soi extérieurement. Vous posez un regard extérieur sur vous-même, tel quel. Conscience de soi, là, en ce moment, dans cette pièce, telle quelle. Et vous faites l'expérience de l'extension de la conscience en prenant conscience de vous en ce moment, dans cette heure. Dans cette heure-ci. Conscience de vous en ce moment, dans cette journée. Conscience de vous en ce moment, dans cette semaine. Conscience de vous en ce moment, dans ce mois. Conscience de vous en ce moment, dans ces 6 mois. Dans cette année. Dans toute cette existence qui est la vôtre. Conscience de vous en ce moment, dans cette éternité. Conscience de votre présence. Conscience de votre présence, ici, maintenant, dans toute votre existence. Conscience de votre présence dans cette année, ici, maintenant. Conscience de votre présence dans ces 6 mois, ici, maintenant. Conscience de votre présence dans ce mois, ici, maintenant. Conscience de votre présence dans cette semaine, ici, maintenant.
Conscience de votre présence dans cette journée, ici et maintenant. Conscience de votre présence dans cette heure, ici et maintenant. Conscience de votre présence, ici et maintenant. Vous cessez la concentration sur vous-même. Vous ramenez la conscience votre objet neutre. Vous prenez ce temps de vous focaliser sur cet objet. Je dis focaliser parce que là, vraiment, vous prenez conscience de sa forme, de ses couleurs, sa texture, ses odeurs, son goût, les sons. Toute la sensorialité de cet objet. Toujours en posant un regard neutre. Simple constat. Vous cessez la concentration sur l'objet et vous posez un regard sur votre corps. Vous entrez en contact avec vos sensations corporelles, vous allez à la rencontre de vos sensations physiques, matérielles, dans tout votre corps. Conscience des sensations au niveau de la peau, toute la peau, y compris les muqueuses. Toujours dans l'accueil, tel quel. Les sensations au niveau musculaire, les gros muscles, les petits muscles. Les sensations au niveau articulaire, osseux. Les sensations au niveau respiratoire. Là, dans le moment présent. Accueil. Sensations au niveau circulatoire. Au niveau cérébral. Au niveau digestif. Au niveau urogénital. Conscience de votre corps dans sa globalité, dans sa totalité, dans son unité. Ici, maintenant.
Et vous vous préparez à terminer cette séance, à faire votre désophronisation. Et pendant cette désophronisation, vous pouvez dynamiser votre capacité de confiance, si vous le souhaitez, votre capacité d'harmonie, votre capacité d'espoir. Vous laissez venir ce qui vous vient par rapport à toutes ces notions. Et en même temps, vous faites votre désophronisation. Vous vous préparez à continuer à être conscient dans votre quotidien, à être présent dans tout votre quotidien. Désophronisation. Et merci Anne-Maëlle, merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Anne. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les livres de Anne et le lien vers son site internet dans les notes de l'épisode. Et puis si vous l'avez aimé, vous pouvez me soutenir en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres également de le découvrir. Vous pouvez aussi vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin et faire un travail en profondeur pour vous-même, vous pouvez me contacter via mon site web sophroyogarennes.com. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.